Dans le cours précédent, j'ai eu l'occasion de vous expliquer comment fonctionnait l'État à l'époque de l'ancien empire égyptien, c'est-à-dire au 3e millénaire avant notre ère. Aujourd'hui, mon propos portera davantage sur la vie quotidienne des gens, à savoir plus particulièrement quels sont les propriétaires des moyens de production et quelles sont les relations, les rapports qui se produisent dans le cadre du processus de production justement, c'est-à-dire comment s'établissent les rapports sociaux qui sont évidemment dépendants du mode de production dont je viens de vous parler, plus exactement de la propriété des moyens de production. Quelles sont nos sources tout d'abord? Parce que quand on est historien, on travaille avec des sources. Les hypothèses ne peuvent être formulées que sur base d'une documentation qui doit être scrutée avec avec un regard particulièrement aigu lorsqu'il s'agit de périodes très anciennes où la qualité de nos sources et leur quantité ne correspond pas du tout à ce que l'on peut connaître pour notre époque, bien sûr. Je vous avais expliqué donc dans le cours précédent quel était le rôle de l'État et que ce rôle de l'État était important et qu'il explique justement la naissance de cette super institution que nous connaissons encore aujourd'hui dans la régulation des rapports sociaux, ou plus exactement dans le rapport de domination d'une classe, celle des possédants, par rapport à l'immense majorité de ceux qui sont exploités. Mon exposé comprendra donc deux parties. Une première partie qui va porter sur les formes de la propriété, sur la gestion très rigoureuse, comme on va le voir, des ressources. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de voir qui domine et qui est dominé dans cette société. Je commence tout d'abord par nos sources, comme je l'ai indiqué il y a quelques minutes. Nos sources sont essentiellement des sources liées à celui qui a, sinon le monopole de l'écriture, mais en tout cas en fait un usage tout à fait important, et c'est la raison même de la naissance de l'écriture. Il s'agit de mesurer quelles sont les ressources dont dispose le pharaon sur cette terre d'Égypte qui est théoriquement en tout cas sa propriété. Ces sources sont comme souvent, parce que l'État produit beaucoup de documents, et c'est ce qui malheureusement fait que l'histoire qui est souvent écrite est celle des dominants et non pas celle des dominés. Ces sources sont des sources essentiellement donc fiscales. Ces sources fiscales et aussi des textes qui nous informent sur les exemptions fiscales dont bénéficient un certain nombre de groupes ou d'individus plus particulièrement. Il s'agit de sources cadastrales. En effet, le cadastre était remis à jour tous les 2 ans afin d'établir le rôle de l'impôt, l'assiette de l'impôt si vous voulez. On possède en particulier, pour une période très ancienne, la référence à un inventaire général qui aurait été fait déjà, c'est la 2e dynastie, vers 2700 avant notre ère. Donc vous imaginez
comme cette période est extrêmement reculée. Cette information nous est transmise par la pierre de Palerme qui fait justement état de cet inventaire général. Les taxes reposent sur quoi en Égypte ancienne? Elles reposent essentiellement sur des prélèvements en nature, donc sur les réserves, sur les récoltes, et d'autre part sur le croît des troupeaux, et d'autre part il s'agit d'impôts, je dirais, liés à l'énergie de travail produite par les paysans eux-mêmes qui doivent travailler un certain nombre de jours gratuitement pour le pharaon. Cette corvée repose donc sur les paysans tout à fait logiquement. N'oubliez pas que nous sommes dans un processus qui a commencé quelques milliers d'années plus tôt, qui est le processus de néolithisation. C'est un mot savant qui signifie que l'invention de l'agriculture et de l'élevage va modifier complètement et considérablement les rapports de l'homme avec la nature dans le cadre de ce qui est essentiel dans la survie d'un individu, c'est-à-dire son mode d'alimentation. Quelles sont donc les formes de la propriété? Puisque la propriété est une des caractéristiques, je dirais, de ce phénomène de néolithisation qui apparaît avec l'invention de l'agriculture et de l'élevage, processus qui se produit évidemment sur plusieurs milliers d'années. Vous l'avez bien compris, il s'agit d'une révolution lente et non pas d'une révolution rapide, prise dans l'acception moderne du terme, mais il s'agit d'une véritable révolution. Quels sont les types donc de propriété, les formes de propriété? Il y a d'une part les domaines royaux et il y a d'autre part les propriétés privées. Je commence donc tout d'abord par les domaines royaux. Les domaines royaux constituent évidemment une part considérable de la terre d'Égypte, mais elle n'est pas exclusive, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ces domaines royaux sont immenses, mais leur dimension ne dépasse pas 100 ou 200 hectares en moyenne. C'est-à-dire que si on les additionne tous, il s'agit évidemment d'une propriété royale immense, mais cette propriété royale n'est pas d'un seul tenant. Ce qui signifie que les intendants qui sont chargés de la gestion de cette terre royale doivent superviser l'administration de biens qui sont très éloignés les uns des autres. Alors sur cette terre personnelle du pharaon travaillent des tenanciers dont la production est tout à fait considérable. Chaque tenancier travaille sur une terre qui dépasse rarement un demi-hectare. Le tenancier y perçoit des revenus, bien entendu, mais une partie importante de son travail repart entre les mains des fonctionnaires du pharaon. À côté de ça, le pharaon possède aussi de nombreux domaines funéraires. Il n'est d'ailleurs pas le seul à en posséder. Ces domaines funéraires peuvent être vraiment considérables. On y trouve donc, du côté du pharaon, des temples funéraires. Pensez en particulier donc à ceux qui se trouvent par définition sur la rive gauche du Nil, et d'autre part un certain nombre également de temples funéraires qui appartiennent à des propriétaires privés qui sont membres de la, je dirais,
haute aristocratie, entendons-nous bien, il s'agit d'une aristocratie de fonction et pas à proprement parler d'une aristocratie héréditaire. Sur ces domaines funéraires travaillent des tenanciers qui, par conséquent, travaillent sur des terres qui ne leur appartiennent pas, et les revenus qu'ils en touchent sont donc des revenus qui sont octroyés, mais qui ne sont pas leur propriété. Ce sont donc des revenus qui appartiennent au pharaon, et s'il s'agit de domaines privés, il s'agit évidemment de revenus qui reviennent tout à fait logiquement à ces hauts dignitaires dont il était question il y a quelques minutes. À côté des domaines royaux, il existe également une foule de petites propriétés. Ces petites propriétés sont de dimension très réduite la plupart du temps. Quand je dis très réduite, c'est-à-dire moins qu'un demi-hectare. Les revenus produits par ces propriétés vont à des administrateurs, des fonctionnaires de l'État, à des scribes, à des prêtres, qui ne les travaillent pas immédiatement, mais terres qui leur appartiennent vraiment en propre. Ces terres sont extrêmement morcelées sur l'ensemble du territoire de l'Égypte. Maintenant, comment ces revenus, ces ressources sont-elles gérées? On peut classifier, je dirais, deux grandes catégories de revenus. Il y a tout d'abord de ressources, il y a tout d'abord l'eau. L'eau, évidemment, qui est la ressource par excellence de l'Égypte, qui n'existerait pas s'il n'y avait pas le Nil, justement, qui apporte de l'eau douce. En effet, l'Égypte, c'est la prolongation du Sahara, c'est le désert, l'Égypte. Et c'est seulement donc dans cette petite bande de terre qui longe de part et d'autre le Nil et dans le delta que l'eau, justement, peut faire vivre les habitants, parce que le Nil charrie du limon, de riches terres qui vont être fertilisées après la crue. En surface, il y a donc le Nil, mais il y a aussi, à partir du Nil, un certain nombre de canaux qui sont creusés par ordre du pharaon, en fait du vizir dont il a question, ou des deux vizirs dont j'ai pu vous parler à partir de la 23e dynastie, donc de Pépi II, dans le cours précédent. Ces canaux sont donc, comment dirais-je, creusés suite à des décisions du pouvoir pour irriguer les terres, permettant ainsi aux propriétaires, et au premier chef de ces propriétaires, il y a bien sûr le pharaon qui est le plus grand et de loin propriétaire des terres d'Égypte, de pouvoir les valoriser et donc d'augmenter par le biais des taxes fiscales donc ces revenus. À côté de cette eau qui circule en surface, il ne faudrait pas oublier non plus le sous-sol. En effet, à l'ouest du Nil, il y a un certain nombre d'oasis. Ces oasis se constituent autour de points d'eau, et j'ai eu l'occasion dans le cours précédent d'expliquer aussi que ces oasis étaient des lieux où l'on pouvait pratiquer l'agriculture, l'élevage, voire la chasse. N'oubliez pas que l'Égypte n'est qu'une immense oasis, de part et d'autre du Nil et dans le delta. Mais à l'est du Nil, donc sur la rive droite, ou plus exactement au-delà de la rive droite, à l'est, donc, dans le désert arabique, des puits sont creusés et qui apportent l'eau nécessaire dans une région qu'il ne faut pas négliger,
puisque c'est dans cette région-là que l'on trouve un certain nombre de gisements de minerais et de pierres. Je ne reviendrai pas là non plus sur ce sujet, puisque ça a été traité précédemment. Le but de toute cette gestion de l'eau est évidemment d'anticiper l'année agricole pour permettre au pays de survivre. Je dis anticiper l'année agricole à partir des crues du Nil qui peuvent se révéler tantôt faibles, tantôt très importantes. Il s'agit donc aux nomarques, c'est-à-dire ces gouverneurs de province, d'informer le ou les vizirs de l'état d'avancement de la crue pour que celui-ci puisse décider de l'usage des réserves de grains qui ont été faits, de céréales qui ont été faits précédemment pour répartir, comment dirais-je, ces céréales de telle manière qu'il n'y ait pas de région de l'Égypte qui souffre de la faim. Alors à côté de l'eau, il y a bien sûr les impôts. Alors ces impôts, je vous ai expliqué tout à l'heure que nous les connaissons par des enregistrements, par des textes qui nous informent donc, et c'est une nécessité pour tout, comment dirais-je, possédant, pour toute personne qui est propriétaire des moyens de production, de faire un inventaire de ses ressources. Et donc ce sont ces inventaires, comme souvent en histoire, qui nous permettent d'en savoir un petit peu plus sur la production en Égypte, parce que je dirais presque tout est inventorié. Ces enregistrements sont très minutieux, on est déjà dans le cadre d'un État qui n'est pas évidemment aussi bureaucrate que le nôtre, mais on voit poindre déjà toute une série d'attitudes pour cette époque qui est quand même très ancienne. En effet, à l'intérieur de l'Égypte, il y a des gisements d'or, d'argent, de cuivre, avec lesquels on peut d'ailleurs faire du bronze, et de l'extérieur proviennent en Égypte, sous l'initiative d'ailleurs du ou des vizirs, des pierres de granit, de basalte par exemple, nécessaires à la construction des monuments divers et plus particulièrement des pyramides, puisque les monuments funéraires à l'époque de l'Ancien Empire, ces monuments sont constitués uniquement de pyramides, en tout cas pour les rois, hein, de Mastaba pour les aristocrates. Alors, enregistrement donc des minerais, enregistrement également des végétaux, parce qu'on a besoin effectivement des arbres à des fins multiples, par exemple pour construire des barques, pour construire toute une série, les palais aussi des pharaons, puisque je vous avais expliqué qu'ils étaient construits non pas avec du dur impérissable, ce qui était réservé aux monuments funéraires qui se trouvent sur la rive gauche, mais la plupart des palais des pharaons nous sont inconnus justement comme des habitations de la plupart des Égyptiens parce qu'ils étaient construits avec des matériaux périssables n'étant pas destinés à l'éternité. Il y a aussi l'inventaire du bétail, tout type de bétail. Celui-ci était recensé tous les 2 ans. Donc c'est comme pour les terres, c'était l'équivalent d'un cadastre si vous voulez, mais ici pour les animaux qui étaient mis à jour tout à fait régulièrement. Ces animaux, on les trouve dans le delta, bien sûr, le long du Nil, mais aussi, il ne faudrait pas l'oublier, dans les zones marécageuses, du delta, où vit une faune
très importante. On y trouve à la fois du gros et du petit bétail. Maintenant, à côté de ces recensements, je dirais, en ressources naturelles, mais il s'agit évidemment d'une classification d'un homme moderne, telle que celle qui est la mienne, bien entendu, quand je vous parle de minéraux, de végétaux et d'animaux, mais il y a également le recensement des humains qui, aux yeux du pharaon, ne devaient certainement pas faire de grandes différences. N'oubliez pas que, justement, les catégories que moi j'utilise sont des catégories pédagogiques à usage de jeunes du XXIe siècle, et évidemment, les catégories en Égypte ancienne ne sont pas les mêmes. Ils pensaient différemment de nous, même s'ils avaient un certain nombre de besoins matériels en particulier qui sont les mêmes. Mais leur univers mental, comment dirais-je, leur psychologie est évidemment tout à fait différente. Dans ce chapitre-ci, je vous parle des aspects économiques et sociaux, mais ils doivent être mis en rapport avec des besoins qui sont autrement importants pour les Égyptiens à l'époque, qui sont des besoins d'ordre religieux, d'ordre spirituel, qui forment avec ces besoins que j'appelle matériels ici, un système. Tout est lié. Il faut donc avoir un regard de type anthropologique et ne pas avoir un regard anachronique sur ces civilisations anciennes. C'est le péché le plus grave d'un historien que de projeter des catégories actuelles sur des mondes anciens. Alors quand je parle de ressources humaines, je fais référence ici à une population de type servile. Ces populations de type servile, prises au sens population d'esclaves, font référence à des prises de guerre importantes. Car effectivement, en Égypte ancienne, s'il y a des esclaves, ce sont essentiellement des esclaves qui résultent de guerres, de razzias sur des populations étrangères ou qui se trouvent au-delà du territoire stricto sensu de l'Égypte ancienne. Car les paysans, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas des esclaves. Lorsqu'ils construisent des pyramides, ils le font dans le cadre, je dirais, d'un système idéologique qui fait que si on ne construit pas la pyramide du pharaon, eh bien on sait que c'est le sort de l'univers, puisque les Égyptiens, comme tous les peuples, s'imaginent être le monde, être l'univers terrestre, et que par conséquent, il arrivera les pires malheurs à l'Égypte. Donc le pharaon est un intermédiaire obligé entre, d'une part, le monde des humains et le monde divin. Maintenant, je vous avais dit que dans une deuxième partie de cet exposé, il allait être question des rapports sociaux que j'ai déjà largement évoqués dans cette première partie. En Égypte, il y a des dominants et des dominés. Cette réflexion pourra paraître, bien sûr, extrêmement banale. Il faut savoir toutefois que les classes sociales sont relativement récentes. Elles ne naissent qu'avec le processus de néolithisation, avec la révolution néolithique qui commence, si on remonte jusqu'aux dates les plus anciennes, à partir du XIIIe millénaire avant notre ère, c'est-à-dire avec la sédentarisation, puis l'agriculture et l'élevage. Et c'est à ce moment-là que se constitue véritablement le sens de la propriété au sens où nous l'entendons encore aujourd'hui. Tout être humain est très attaché à posséder en propre un certain nombre d'objets, si possible des terres, si possible une maison, et ceci n'apparaît véritablement sous une large échelle qu'à partir de la révolution agricole, donc
il y a de cela qui commence il y a un peu plus, je dirais, oui, 12 millénaires, puisque c'est aux environs de 10 000 avant notre ère que la révolution agricole commence donc au Proche-Orient. Donc, nous allons assister ici à la naissance, ou en tout cas au renforcement, parce que c'était déjà mis en place partiellement auparavant, avant l'invention de l'écriture, mais on a pour la première fois des documents écrits qui nous informent directement, alors qu'auparavant, on disposait essentiellement d'informations de type archéologique, en particulier liées aux tombes, et qui, pour l'Égypte, remontent déjà à 2 ou 3 millénaires avant l'époque considérée ici, c'est-à-dire le 3e millénaire avant notre ère. Du côté des dominants, il y a une concentration de la propriété qui est plus qu'évidente. Une concentration de la propriété que je vais d'abord décrire pour les régions rurales et ensuite pour les régions urbaines. Pour les régions rurales, il y a au sommet de la pyramide, le plus grand des propriétaires, c'est le roi lui-même. Le roi, mais aussi de hauts dignitaires qui voient leur service récompensé par le pharaon, par le don de terre. Il s'agit bien sûr d'abord de la famille proche du pharaon lui-même, mais aussi de hauts dignitaires qui appartiennent à la haute administration. Je vous avais expliqué dans le cours précédent, dans le cours sur la naissance de l'État en Égypte, que il n'existait pas à proprement parler de noblesse héréditaire, sauf peut-être à partir des derniers siècles de l'Ancien Empire, ou du dernier siècle de l'Ancien Empire, donc je dirais à la fin du XXIIIe siècle au XXIIe siècle avant notre ère. À ce moment-là, il y a une noblesse héréditaire qui se met en place, qui se crée, ou plus exactement, qui résulte de l'autonomisation des nomarques, qui prennent leur distance par rapport au pouvoir central, parce que justement, ils ont acquis de plus en plus de pouvoir, et ce qui va conduire à la première période intermédiaire, qui est une période donc de féodalisation, si je puis dire, de morcellement du pouvoir, et qui va durer un siècle, jusqu'au milieu donc du XXIe siècle, avant que ne commence le Moyen Empire. Cette propriété est donc concentrée. Quand je dis concentrée, je veux dire en termes de revenus. Il est bien entendu que je vous ai dit tout à l'heure, et je ne reviens pas sur mon propos, que ces propriétés sont morcelées, c'est-à-dire que le pharaon lui-même possède de nombreuses terres, ce qui en fait le plus grand propriétaire et de loin du pays, et c'est en cela que je parle de concentration des ressources, mais je ne parle pas de concentration géographique en termes de superficie ici. Deuxième catégorie, il y a les élites administratives qui n'appartiennent pas directement au monde des hauts dignitaires, qui possèdent des revenus confortables. Le revenu à cette époque-là est toujours lié à la propriété foncière. Ces élites administratives sont soit liées directement à l'administration centrale, soit aux administrations locales. J'ai parlé il y a quelques minutes des nomarques, hein, qui sont donc ces gouverneurs de province, ces préfets de département, pour utiliser un terme français. Cette noblesse, je vous l'ai dit, est essentiellement une noblesse de fonction, même s'il y a des traces, en tout cas au début de l'Ancien Empire, d'un certain nombre de personnages qui possèdent des fonctions auliques, des fonctions donc de cour, qui semblent être des reliquats d'une noblesse antérieure ou de princes locaux qui se sont vus dépossédés au moment de l'unification de l'Égypte de leurs fonctions dirigeantes
sur les terres qu'il possédait, je dirais, du point de vue politique. Il y a enfin des sanctuaires. J'ai parlé déjà tout à l'heure des sanctuaires et des fondations funéraires. En ville aussi, car il ne faudrait pas oublier que l'Égypte, toujours dans le cadre de cette révolution néolithique qui voit d'abord la sédentarisation, l'agriculture et l'élevage, et puis un phénomène d'abord de formation après les hameaux, que l'on trouve dès le début, hein, dès le 13e et 12e millénaire avant notre ère. Je vous avais expliqué dans un cours antérieur sur la sédentarisation, que la sédentarisation est antérieure à l'invention de l'agriculture et de l'élevage, contrairement à ce que le bon sens voudrait nous faire croire, mais c'est l'archéologie qui prime, bien entendu, ce sont les résultats positifs des recherches qui importent, bien sûr. Il y a des villes, parce que le phénomène urbain apparaît dans la suite de toute une série d'éléments nouveaux liés à cette révolution de type néolithique. Et en ville aussi, il y a une hiérarchie des fortunes. Il y a en ville une élite que l'on parvient à distinguer tant essentiellement sur le plan social, donc sur le plan économique, mais il s'agit d'un milieu social qui est quand même relativement restreint. Donc il s'agit non pas d'une société très diversifiée, il s'agit plutôt d'une société où il y a une inégalité flagrante entre les grands et les petits, ce qui d'ailleurs ne nous éloigne pas trop de ce que notre société est en train de devenir, hein, puisque quand on voit les statistiques chaque année publiées par certains magazines spécialisés en économie, on voit que l'écart se creuse de plus en plus entre un certain nombre de gens extrêmement riches sur la planète et l'immense majorité de l'humanité qui est pauvre. Ici, dans l'Égypte ancienne, on a, comment dirais-je, là aussi un clivage qui est assez net. Et la hiérarchisation des fortunes, la hiérarchie des classes sociales est un phénomène essentiel aussi de cette révolution néolithique donc, qui commence à partir du 13e millénaire avant notre ère et qui alors prend toute sa force progressivement à partir du 10e millénaire quand est inventée l'agriculture. Un certain nombre, il y a des villes, donc ces villes, on les trouve où? Ben, il y a tout d'abord les villes des nomes. Je vous ai parlé des nomes qui sont ces provinces, ces départements qui, dès l'Ancien Empire, seront au nombre de 42, hein, suivant que l'on 20 et 22 suivant qu'on est en Haute ou en Basse-Égypte. Il y a aussi les villes de pyramides que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Ces villes de pyramides sont en fait composées d'habitants d'une population qui est très encadrée et tout un personnel qui veille en fait à l'entretien de temples funéraires et des pyramides. Maintenant, après avoir vu ce monde des dominants qui représente très très peu de choses quantitativement parlant, mais sur le plan, je dirais, de la richesse représente beaucoup. Par contre, il y a les dominés. Deux catégories de dominés, il y a les libres et il y a les dépendants. Les libres, ce sont les exploitants agricoles. Tous ces petits propriétaires dont j'ai pu vous parler plus tôt dans mon exposé, il y a à côté de ces libres, ben, entendons-nous bien, libre ne veut pas dire riche, ça veut dire simplement que vous n'êtes pas dans un lien de dépendance étroit comme ceux dont je vais vous parler maintenant. Ces agriculteurs dépendants possèdent de très nombreux statuts. Les textes nous montrent qu'il est difficile de les mettre dans quelques rares catégories. Non, les statuts sont extrêmement nombreux. Les dépendants doivent la corvée.
Parmi ceux-ci, il y a d'une part les journaliers, il y a aussi, je dis bien aussi, parce qu'il y a des dépendants qui ne possèdent pas, qui ont des statuts plus avantageux, il y a les serfs et il y a enfin les esclaves. Les journaliers sont en fait, travaillent sur des terres, mais pas seulement, il peut s'agir également d'ouvriers qui participent à la construction des pyramides ou de palais, par exemple. Ces journaliers sont liés par des contrats et sont donc rémunérés. À côté de ça, vous avez les serfs, et quand je dis des serfs, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas à proprement parler donc d'esclaves, sur lesquels je vais revenir dans un instant, il s'agit en fait de paysans qui ne peuvent pas être détachés de la terre sur laquelle ils travaillent, à l'inverse d'un esclave qui est la propriété, une propriété mobile dont fait exactement ce que veut son propriétaire, qui est donc un animal au sens propre. Les serfs, eux, ne peuvent être vendus, en tout cas certains ne peuvent être vendus avec leur terre, avec la terre sur laquelle ils travaillent et le bétail. S'il y a mutation, s'il y a transfert de propriété, je dis, tous les serfs ne sont pas vendables, on ne peut pas les acheter en tant que tels, mais il y a certains serfs qui possèdent un statut défavorable et qui effectivement peuvent être transférés. Quand je dis vendus, c'est qu'ils sont effectivement la propriété, mais ne sont pas dans une situation qui est celle des esclaves qui, eux, proviennent de butin. J'évoquais tout à l'heure le fait que les esclaves sont avant tout des prisonniers de guerre, mais pour autant, quand on considère la servitude et l'esclavage qui existent en Égypte, on ne peut pas pour autant en inférer que ce système était esclavagiste. Quand on pense au système esclavagiste, pour l'Antiquité, on doit plutôt se référer, plutôt qu'à ces populations-là ou aux populations mésopotamiennes, on doit plutôt se référer au monde classique des Grecs et des Romains, où là, il y a, comment dirais-je, où l'esclavage existe sur le plan à la fois qualitatif et quantitatif, et qui rentre dans le cadre de la définition qu'on entend habituellement par esclavage. À Athènes, à Rome, surtout donc à partir du moment des grandes conquêtes, 2e siècle avant notre ère et 1er siècle avant notre ère, à l'époque des grands imperatores, mais déjà au 2e siècle avant notre ère, donc je dirais après les guerres puniques, après les guerres contre Carthage qui se terminent à l'extrême fin du 3e siècle avant notre ère, pensez à la bataille de Zama de 202 avant notre ère, mais à partir de la première moitié du 2e siècle avant Jésus-Christ, avec les guerres macédoniennes, puis les guerres en Asie, il va y avoir donc une arrivée d'esclaves très importante à Rome. Ce n'est pas de cet esclavage-là dont il est question dans l'Égypte ancienne. En Grèce, pensez à Athènes, aux fameuses mines du Laurion, ces mines d'argent dans lesquelles travaillaient des dizaines de milliers d'esclaves. Donc rien à voir avec les latomies, par exemple, ces carrières de pierre en Sicile à l'époque romaine. Donc on n'est pas du tout dans ce cadre-là, car effectivement, beaucoup d'habitants, beaucoup d'Égyptiens subsistent grâce à la productivité. Je dirais que la productivité sur ces terres extrêmement fertiles au lendemain de la crue, donc à partir du mois de septembre, la productivité est très très importante. Il y a plusieurs moissons chaque année. Et par conséquent, il n'est pas nécessaire d'avoir des esclaves. Mais c'est vrai, par contre, que les esclaves, dans le monde ouvrier en particulier, ont été nécessaires
parce qu'il semblerait en tout cas qu'au troisième millénaire avant notre ère, à l'époque de l'Ancien Empire, la population égyptienne n'est pas crue très rapidement. Conclusion de mon exposé. Vous voyez, j'ai essayé d'aller à l'essentiel, en allant, j'espère, pas trop vite pour que mes étudiants puissent quand même noter, dans le cadre de cette période particulière qui est celle du Covid, où l'enseignement doit se faire à distance et non plus en présentiel dans les locaux des établissements supérieurs. Donc, en conclusion, je dirais que la concentration de la terre entre les mains d'un petit nombre, le pharaon, léodinitaire en particulier, est un phénomène sûr. Donc là, c'est une conclusion tout à fait sûre. Donc, concentration de la richesse, et la richesse à cette époque-là, ce sont les propriétés foncières, entre les mains d'un petit nombre. Dans les villes, on voit également une hiérarchisation des fortunes. Donc, la concentration des richesses ne semble pas être une particularité du seul monde rural, c'est aussi le cas du monde urbain. N'oubliez pas que les ruraux constituent l'immense majorité de la population et que l'essentiel et de loin de la richesse de l'Égypte, ce sont évidemment les produits des terres cultivées, de très très loin. Deuxième conclusion à laquelle la recherche a abouti également, c'est qu'il ne s'agit pas d'une société figée, avec des castes étanches. Donc on n'est pas dans le cas de la situation de l'Inde ancienne, par exemple. Non, il s'agit d'une société relativement, je dis bien relativement, mobile. On a la biographie d'un certain nombre de personnages qui montrent, évidemment, ce sont des destins qui parfois sont tout à fait exceptionnels, hein, surtout dans la haute administration égyptienne, mais qui montrent qu'on pouvait partir d'une situation qui n'était pas tellement supérieure dans la société et arriver aux plus hautes fonctions, où là donc les compétences primaient et le talent personnel. Donc, retenez bien, une société hiérarchisée, une société inégalitaire, toutefois une société où existe une certaine mobilité et que par conséquent il ne faudrait pas avoir cette vision très figée qui est souvent enseignée ou qui apparaît dans certains manuels d'histoire, comme quoi on parle d'Égypte éternelle, hein, où pendant près de 3000 ans, hein, il n'y aurait pas grand-chose qui a changé. On connaît aussi, comment dirais-je, l'Asie éternelle, l'Inde éternelle, la Chine éternelle. Tout ça est évidemment complètement infirmé par des recherches depuis de nombreuses décennies, et plus particulièrement par des recherches qui ont 20, 30 ou 40 ans. Donc ça veut dire, tout cela est su par les spécialistes, mais ce sont des choses qui traînent, je dirais, ne fût-ce que par la place tellement peu importante. Je ne parle pas d'Égypte ancienne, hein, mais je parle des mondes asiatiques où on n'étudie pas les sociétés asiatiques avant le 19e ou le 20e siècle, ce qui est extrêmement dommageable, puisque le monde de demain sera constitué par la moitié de l'humanité sera constituée par des Asiatiques. Ah, n'oublions pas également la place qu'aura l'Afrique également, et cet européocentrisme, car ne l'oublions pas, l'Égypte est un pays africain, qui est évidemment dans une région de carrefour, on est bien d'accord, mais l'Égypte est africaine, hein, sur le plan géographique. Cette vision européaniste, européocentriste, que l'on a eu pendant longtemps, il faut absolument que ça disparaisse des manuels, parce que ça conduit à toute une série de préjugés, à des malentendus, voire ça pourrait conduire à des guerres. Donc on voit à quel dégât peut conduire l'ignorance d'un certain nombre de chefs d'État, puisque la semaine prochaine aura lieu l'élection
du président des États-Unis, donc la première semaine de novembre 2020, et on sait que le dernier président des États-Unis n'a pas brillé par une culture étendue, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne suffit pas d'être malin, l'intelligence, ça se construit, pour diriger un pays, je veux dire, l'intelligence, ça se construit aussi à partir du savoir, à partir de la culture. C'est quand on a étudié des tas de choses diverses, je dis bien diverses, non pas dans une seule discipline, que l'on peut faire des liens. Et à l'intérieur de chaque discipline, plus on approfondit les choses, plus on lit. Il faut lire énormément. Plus, mais encore faut-il en avoir le temps, mais je parle ici des professeurs, plus on lit et plus on se rend compte qu'effectivement les choses ne sont pas aussi simples qu'on pourrait penser et qu'il ne faut pas arriver avec des schémas préétablis qui biaisent complètement le regard que l'on va avoir sur l'objet que l'on traite. Donc, retenez encore une idée dans cette conclusion, ce sera le troisième élément de ma conclusion après la concentration de la richesse et à côté d'une certaine mobilité de la société égyptienne ou à l'ancien empire, je dis bien, le dernier élément, c'est que ce n'est pas donc une société de type esclavagiste au sens de la société athénienne ou de la société romaine à partir du IIe siècle avant notre ère. Et donc lorsqu'on lit les histoires, les enquêtes d'Hérodote, 5e siècle avant notre ère, il ne faut pas lire au premier degré ce qu'il peut dire de ce peuple complètement asservi à l'époque de Khéops, qui est sans doute le pharaon le plus célèbre, ne fût-ce que par la taille de sa pyramide, de l'Ancien Empire. Je me limiterai à un seul ouvrage, parce que je vous en ai déjà montré beaucoup d'autres dans mes multiples cours sur l'Égypte ancienne, un seul livre pour remettre en perspective ce que je vous ai dit sur l'Ancien Empire dans le cadre de ce processus de néolithisation qui est antérieur donc au 3e millénaire avant notre ère. Je ne renverrai qu'à un seul livre ici, pour faire bref. Il s'agit de l'ouvrage de Jean Vercouter, L'Égypte et la vallée du Nil, tome 1, des origines à la fin de l'Ancien Empire, Nouvelle Clio, l'histoire et ses problèmes, Presse universitaire de France. Bien entendu, il existe des ouvrages plus récents qui font le point sur toute une série de découvertes importantes, mais je crois qu'il s'agit d'une synthèse qui, pour les étudiants, garde toute sa valeur. Je vous la montre. J'ai dit